mois et des années. C'est vrai qu'à la fois, je ne suis pas une seconde complotiste et je ne pense pas que le virus a été fabriqué dans un laboratoire sous l'égide de je ne sais quelle puissance financière, et en même temps, je crois à ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un certain nombre de nos gouvernants, des gouvernants du monde peut-être même, qui ont intérêt à maintenir le plus longtemps possible cet état d'esprit collectif qu'on voudrait qu'on ait, qui est avoir peur, se sentir coupable. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais depuis des années, j'ai vu ce phénomène. Vous voyez par exemple ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, elle a eu comme effet non seulement de détruire tout et n'importe quoi, mais aussi de permettre, par exemple, à des patrons de dire quand un ouvrier voulait augmenter son salaire, on ne peut pas. Vous voyez bien que si on augmente votre salaire, on sera complètement démuni face à la concurrence chinoise. Donc, à chaque fois, on a expliqué aux gens quoi? On a expliqué, pas toi, pas maintenant, pas ici. Pas toi parce que tu es un ouvrier et que tu risques de perdre ton boulot ou que tu es en concurrence. Pas ici parce que les usines risquent de fermer et d'être délocalisées. Pas maintenant parce que vous voyez bien la crise, elle est telle. Et c'est exactement ça le discours qui devient le discours ambiant du post-Covid. Pas toi, pas ici, pas maintenant. C'est-à-dire que franchement, c'est une chape de plomb qui tombe sur notre pays. Et je comprends que c'est des conséquences dépressives. C'est une chape de plomb qui tombe sur notre pays pour nous dire, grosso modo, ne bougez pas. C'est ça le grand moment. Le grand slogan du moment, c'est ne bougez pas. Alors, bougez suffisamment pour bosser, bougez suffisamment pour éventuellement le jour dit aller voter pour le maître, mais fondamentalement, on veut faire de nous des mobiles. Et justement, l'une des pistes envisagées par le gouvernement dans cette nouvelle phase que l'on s'apprête à ouvrir, et notamment pour remédier, dit-il, à la circulation du virus, ce serait l'isolement strict des personnes testées positives. J'imagine que ça ne va pas améliorer l'état psychologique des personnes concernées. Ça non plus, j'imagine que le psychanalyste que vous êtes, ce n'est pas l'option la plus heureuse qui soit. Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on nous dit tester, tracer, isoler. On est incapable de tester, on n'arrive pas plus à tracer, donc on se dit finalement, isoler, c'est encore ce qu'on peut faire. Bon. Alors c'est extraordinaire cette idée de l'isolement, parce qu'il n'y a pas de doute que quelqu'un de contaminé devrait rester chez lui. Bon. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit comment est son appartement ou son logement, peut-il y rester seul? On évoque le cas, je ne sais pas, par exemple, d'une mère célibataire avec ses enfants, qui va venir l'aider, etc. etc. Si vous avez 3 pièces, ou si vous en avez une, ou si vous en avez 5, c'est pas pareil. Donc, l'isolement, vous avez tout à fait raison, ça va dans le sens de ce que j'évoque, c'est-à-dire, c'est finalement, on rêve d'un peuple qui ne sortirait de chez lui que pour aller bosser et reviendrait bien vite. Et donc, l'isolement, ça devient un mode de gouvernance. C'est-à-dire, finalement, nous séparer les uns des autres. Qu'est-ce que c'est que l'isolement? C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de collectif. Donc, on sait déjà qu'on ne peut plus manifester, bien que je vous rappelle qu'il y a une grande manifestation, en tout cas pour les Américains, samedi prochain, à 14h à la République. Donc, on ne peut plus manifester, on ne peut plus mener d'action collective, mais vous imaginez aujourd'hui des gens qui feraient grève. Il y en a quelques-uns qui essayent de lutter. Donc, l'isolement, c'est l'ambition profonde de l'idéologie dominante. C'est de faire de nous des particules élémentaires séparées les uns des autres. Et donc, c'est vrai que, vous avez déjà fait, j'évoque les manifs, vous savez bien que souvent dans les manifs, et je l'ai vu en mai 68 par exemple, c'est des moments d'exaltation, c'est-à-dire qu'on se sent effectivement aller plutôt bien. Vous savez, en 68, il y avait peu de gens sur les divans, non seulement parce que beaucoup d'analysants et psychanalystes étaient dans la rue, mais aussi parce que c'est des périodes, à tort ou à raison, parce que souvent, il y a des désillusions après, c'est des périodes où collectivement, nous avons le sentiment qu'on peut affronter les choses. Individuellement, c'est beaucoup plus compliqué dans un certain nombre de cas. Est-ce que ça veut dire aussi, quand même, dans ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'on entend les épidémiologistes, les grands médecins nous dire ce qu'il faudrait faire, et quand j'entends effectivement le discours des psychanalystes, est-ce que ça veut dire que cette question du bien-être individuel, elle n'est pas prise au sérieux, elle n'est pas prise comme étant une question globale de santé publique, et notamment dans cette période, il y a une hiérarchie justement entre la question psychologique et la question de la santé liées au Covid? Alors ça, si on prend vraiment les choses par le biais de la santé psychique, c'est évidemment, nous vivons dans une société qui la sous-estime complètement. On évoque la destruction de l'hôpital public, mais dans ce cadre-là, on peut évoquer la destruction toute particulière de la psychiatrie en France. La fermeture incroyable du nombre de lits, de services.
Vous savez qu'il y a un nombre de